Bienvenue à tous. Merci d'être venus nombreux. Je suis Annie Le Fur, je suis agronome, fille d'éleveur. Je vais animer cette journée, ce débat intitulé « Quel avenir pour l'élevage charolais ?» Donc, débat organisé par AgroParisTech autour des travaux de thèse de doctorat de Jonathan Dubrul. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Hubert Cochet, qui est professeur d'agriculture comparée à AgroParisTech. Donc une école qui forme des ingénieurs agronomes qui est située en région parisienne. Et Hubert Cochet est directeur de la thèse de Jonathan Dubrul. Eh bien, notre objet d'étude, si j'ose l'exprimer ainsi, c'est d'essayer de comprendre les transformations de l'agriculture et de l'élevage dans le monde avec une approche qui est comparatiste. Je reviendrai un tout petit peu sur ce que j'entends par agriculture comparée. Une approche qui est agroéconomique, c'est-à-dire qui est à l'interface entre la compréhension technique des processus et l'insertion de ces processus et des éleveurs, des agriculteurs dans les dynamiques sociales, économiques et politiques. Et c'est une approche qui ne repose pas sur le traitement ou la manipulation de statistiques ou de big data à l'échelle nationale ou supranationale, mais qui repose exclusivement sur la collecte de témoignages, sur des enquêtes approfondies, sur des aspects à la fois techniques, économiques, sociaux, parfois politiques, auprès des acteurs et évidemment plus particulièrement auprès des agriculteurs, agricultrices, éleveurs, éleveuses. Pourquoi s'intéresser au bassin charolais ? Ça fait déjà un certain nombre d'années, Henri Guillemot le dira mieux que moi, depuis 2015, que nous travaillons pour essayer de comprendre les dynamiques de l'élevage, notamment naisseur, mais pas que. L'idée étant que ce travail de recherche ne soit pas destiné à caler l'armoire d'une bibliothèque, ne soit pas destiné à rester dans les couloirs des instituts techniques ou des ministères parisiens, mais que ces résultats puissent vraiment être discutés, contestés, complétés par les premiers concernés, à savoir les éleveurs et les éleveuses du bassin charolais, ainsi que tous les autres acteurs qui s'intéressent à ces questions et qui participent à ces dynamiques de près ou de loin. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux et nombreuses à cette journée. Donc l'idée, c'est de partager avec vous un certain nombre d'idées, de résultats de recherche qui ont animé ma réflexion depuis le mois de février 2021 et que j'aimerais partager avec vous, avec cette ambition de ne pas être dans une logique descendante où est-ce que l'on transmet en quelque sorte une parole et qu'on ne la discute pas, mais de m'imprégner justement de vos retours. Je vais commencer dans un premier temps à vous présenter un petit peu la région que j'ai étudiée, la démarche que j'ai mise en œuvre. Dans un deuxième temps, on reviendra sur les dynamiques contemporaines de cet élevage charolais en remontant à l'après-guerre. On verra ensuite que ce processus a conduit les éleveurs dans une grave crise, à la fois économique, sociale, environnementale, donc nous allons en discuter longuement. Face à cette crise, aussi profonde soit-elle, il y a un certain nombre d'éleveurs, d'éleveuses qui mettent en œuvre des pratiques, en quelque sorte, alternatives. Nous discuterons de la portée et de l'efficacité de ces alternatives avant, dans un dernier temps, de s'intéresser à d'autres perspectives qui ne sont pas forcément encore mises en application aujourd'hui. Dans le bassin charolais, on produit majoritairement des animaux maigres, donc des animaux qui ne vont pas être engraissés sur l'exploitation, où est-ce qu'ils sont nés, pour la majorité d'entre eux, et où la grande partie de ces animaux maigres sont exportés dans le nord de l'Italie pour être engraissés afin d'être abattus en Italie et de répondre à la demande italienne. Donc, c'est pour ça que l'on parle de région d'élevage naisseur, avant tout. Enfin, pourquoi faire un diagnostic, aussi complet soit-il? L'objectif est de partir de la compréhension fine d'une région, de ces dynamiques, pour arriver sur des propositions qui sont ancrées dans le monde réel et que l'on ne sort pas du chapeau. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'une course au village qui a débuté dès l'après-guerre, des années 1960 aux années 80. On a l'émergence du marché italien.
Donc là, on a un véritable Big Bang au niveau de l'organisation des filières, avec donc la plaine du Pô, notamment dans le nord de l'Italie, qui s'affirme comme l'une des principales régions d'Europe pour la culture de maïs en silage. Et avec donc la construction d'ateliers d'engraissement et la mise en place d'engraissement à l'auge, donc en bâtiment, à base de maïs en silage et de tourteaux, dans cette région-là. Donc, nos bovins vont être de moins en moins envoyés dans les régions betteravières françaises pour les mâles ou dans les régions argilo-calcaires du Charolais pour les femelles, mais progressivement vont être aspirés par l'Italie. Petit à petit, on s'oriente dans une logique de spécialisation vers l'élevage naisseur, donc bovin allaitant. Et comment on s'y prend? Il y a plusieurs leviers. L'un d'entre eux, c'est d'allouer la quasi-totalité des ressources sur l'exploitation, le foncier, les bâtiments, le travail, en direction de l'élevage bovin allaitant. Et donc de supprimer petit à petit toutes ces productions qui concurrencent l'élevage bovin allaitant dans la répartition des ressources. Donc petit à petit, la troupe de brebis va être supprimée, la vache laitière également, les porcs, la volaille, avec, très rapidement, sur certaines exploitations, on va retrouver plus que des bovins allaitants. Pour certaines exploitations, aussi pour allouer davantage de travail à l'augmentation du nombre de vaches par unité de travail, eh bien, on va arrêter totalement les cultures pour se dire on va acheter l'aliment. Et donc, ça libère encore du temps de travail pour faire davantage de vélage, notamment, et suivre ces animaux. Au niveau de l'échelle des exploitations agricoles, sur ces années 80-2000, voire même aujourd'hui, progressivement, les éleveurs, toujours dans l'optique d'allouer davantage de ressources à l'augmentation du nombre de vaches allaitantes, vont se dire on va vendre des animaux plus jeunes, parce que ça va faire des bêtes qui ne sont pas hivernées en bâtiment, ça va faire des fourrages en moins à donner. Donc tout ceci, on le met au service de l'augmentation du nombre de vaches allaitantes. À partir des années 2000, l'objectif, c'est plus de faire les foins. Ça devient de la rigolade dans bon nombre d'exploitations. On achète du matériel plus puissant, plus large, et puis ça va bien. Par contre, la période de vélage va devenir bloquante. Et c'est là où l'objectif va être de dépasser cette pointe de travail limitante que sont les vélages. Ça va passer parfois par un changement de race, avec du limousin notamment pour avoir des veaux réputés plus vigoureux, qui vont téter d'eux-mêmes, et donc supprimer le temps d'assistance à la tétée des veaux. En race charolaise, un renversement des critères de sélection génétique. On passe de la fabrique, pardonnez-moi du terme, mais en quelque sorte d'éléphants, d'animaux qui étaient sélectionnés sur du développement squelettique, à de la facilité de naissance, pour justement avoir davantage de vélage, à main-d'œuvre constante. Mais aussi l'investissement dans des caméras de vélage, qui vont donc permettre la surveillance de ces vélages. Donc, comprenez bien que pendant ces 70 ans, l'objectif poursuivi dans ce bassin charolais, c'est l'augmentation du nombre de vaches allaitantes par unité de travail. On se situe donc en euros par unité de travail, donc par travailleur et travailleuse, et on se situe des années 1968 à nos jours, à l'échelle de la France et de l'élevage bovin allaitant français. Vous avez donc en bleu l'évolution du produit brut. Donc c'est le total des ventes. Donc tous les bovins qui vont être vendus sur les exploitations. Donc on remarque qu'on a une très forte augmentation de ce produit brut. Mais ça s'est fait au détriment des coûts de production, avec une flambée des consommations de capital. Donc c'est l'ensemble des coûts de production, frais alimentaires, de santé, de mise à la reproduction, mais aussi la dépréciation annuelle du capital. Ce qu'il faut retenir, c'est que la richesse qui est créée, quand on soustrait au produit brut les consommations de capital, donc on a la valeur ajoutée, ce qu'il reste, eh bien, elle diminue pour devenir négative à partir des années 2000. Donc cette course au vélage s'est traduite par une situation où aujourd'hui, les éleveurs bovins allaitants ne créent plus de richesse sur les exploitations. Alors vous allez me dire, mais comment font ces éleveurs pour s'en sortir? Vous avez en rouge notre courbe de valeur ajoutée, c'est la même que celle que je viens de présenter, et en noir, vous avez le revenu des agriculteurs. De manière générale, même s'il y a des variations interannuelles, entre les années 70 et nos jours, le revenu s'est globalement maintenu. Alors que la valeur ajoutée s'est effondrée. Pourquoi ce revenu s'est maintenu? Eh bien, quand on rajoute les subventions publiques à la valeur ajoutée, on obtient le revenu agricole. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus le produit du travail des éleveurs qui fait leur revenu, mais ce sont les subventions publiques qu'ils perçoivent.
Donc on a des exploitations qui sont dans un extrême niveau de dépendance au soutien public. Ce n'est pas forcément la course à la vache qui est synonyme de résultats économiques et de création de richesses plus importantes. Donc ouvrir le champ des possibles, à mes yeux, donc ce sont les propositions que j'émets à partir de ce diagnostic, ce serait de renouer avec des pratiques qui étaient, qu'on retrouvait dans les années 50-60, qui étaient basées sur les complémentarités entre espèces animales et végétales, qui étaient basées sur le bouclage du cycle de l'eau et des nutriments. C'est ce que l'on entend par agroécologie, c'est la définition que j'en donne. Et donc, ce sont des pratiques où on va incorporer davantage de travail par animal. C'est pour la moitié des vaches allaitantes, donc là on part sur nos systèmes naisseurs, présentés tout à l'heure. Les vélages ont lieu en fin d'hiver, printemps, fin février, mars. Pour la moitié des animaux maigres, on ne les vend plus comme broutards, entre 8 à 14 mois, soit à l'automne, soit dans l'hiver, mais on les vend comme taurillons d'herbe, plutôt à 15 mois, au mois de juin. C'est-à-dire que c'est des animaux qui vont rentrer en bâtiment un hiver, une fois sevrés, qui vont être relâchés au pré et être vendus à ce moment-là plus tard. Mais l'avantage, c'est que quand ils ont été en bâtiment l'hiver, ils ont mangé une ration très économe à base de fourrage grossier. Et puis, en vélage de printemps, quand vos vaches sont gestantes jusqu'à fin février, elles n'ont pas coûté très cher en bâtiment parce qu'elles n'ont pas eu des gros besoins alimentaires. Donc, c'est aussi ouvrir la réflexion sur ce vélage de printemps et notamment sur caler les pratiques sur la pousse de l'herbe. Enfin, quand on lâche des mères à veaux dans l'herbe qui est en pleine flambée, là, c'est génial. Enfin, les vaches sont en lait, les veaux profitent. Enfin, on cale les pratiques sur la pousse de l'herbe. Je propose aussi de substituer, il ne faut pas non plus éluder toute complémentation au pré, à base notamment le nourrisseur ou l'auge, mais peut-être que plutôt d'acheter de l'aliment ou de compléter les céréales produites sur l'exploitation par des tourteaux, ce serait peut-être de produire du métail grain, donc des céréales, de l'avoine, du seigle, de l'orge, avec des protéagineux, type du pois fourragé, et donc d'amener l'énergie et la protéine. Et aussi de renouveler moins fréquemment le matériel. Ce plus on renouvelle du matériel, eh bien, plus le coût de ce renouvellement coûte cher. Donc c'est aussi aller à l'encontre de cette spirale du surinvestissement et du renouvellement très, très fréquent. Il me semble nécessaire de ne pas se réduire à l'échelle des exploitations agricoles. Il y a aussi ce qui touche à l'échelle des filières, avec la nécessité d'avoir un maillage dense d'outils de commercialisation, type marché au cadran, d'abattage, type abattoir local, de conditionnement, transformation, comme des cuisines centrales. Alors, abattoir et cuisine centrale, c'est plutôt pour des bovins finis, l'intérêt. Mais le marché au cadran, c'est aussi pour les bovins maigres, avec ce lieu d'échange entre acheteurs, naisseurs, engraisseurs parfois. Aussi, la nécessité de visibiliser le travail des naisseurs. Aujourd'hui, dans les réseaux où on retrouve des éleveurs bovins allaitants, on va voir beaucoup d'éleveurs naisseurs-engraisseurs, naisseurs qui vont diversifier. Et une partie des naisseurs, j'ai notamment essayé de le représenter dans l'Autunois, qui restent en marge d'un certain nombre de réseaux socio-professionnels. Et aussi, j'aimais cette proposition, certains l'ont peut-être déjà pensé dans la salle, je ne prétends pas inventer l'eau chaude, autour de... Aujourd'hui, les démarches de qualité sont en bovins finis. L'AOP bœuf de Charolles, l'IGP charolais du Bourbonnais, les différents labels rouges, etc. Mais peut-être se dire, il faudrait peut-être reconnaître le travail de ces éleveurs naisseurs, qui eux ne finissent pas leurs animaux. Et donc peut-être avoir un label très très simple qui reconnaisse le taurillon d'herbe ou la génisse maigre, en disant c'est un animal qui est né au printemps, qui est vendu pas en dessous de 15 mois et qui fait moins de 500 kilos vifs. C'est des caractéristiques, on pourra en parler dans la discussion, qui pourraient convenir à des engraisseurs italiens et qui ont des intérêts, puisque j'ai montré que c'était des pratiques plus économes, avec moins de coûts de production. Oui, mais tout ce que je viens de présenter, c'est bien joli, mais il faut aussi user du levier politique. Et donc de réfléchir à l'échelle des politiques agricoles, des politiques de marché, de l'organisation des filières. Il faut aussi lever les blocages, il me semble, à l'échelle des filières. Là encore, je l'ai déjà dit, je ne renverse pas la filière franco-italienne du broutard, loin de là. Mais cette standardisation et le fait qu'aujourd'hui la majorité de la viande que l'on consomme en France, c'est du steak haché, donc ça pousse à la standardisation des pratiques d'élevage, mais aussi, cette standardisation des pratiques repose sur un trop petit nombre d'acteurs commerciaux qui ont un poids important dans la formation du prix. Et des éleveurs, même s'ils sont organisés, n'ont pas la même force de frappe, excusez-moi du terme, dans la négociation commerciale. Et enfin, une réflexion à l'échelle de la politique agricole commune.
répartir plus équitablement les soutiens quand on distribue des subventions proportionnellement à la superficie. La régulation de marché. On voit que les éleveurs pâtissent de cette érosion de l'intervention publique sur la formation des prix. Et donc avoir des réflexions sur le fait de ne plus laisser les prix aux mains de l'offre et de la demande, mais de se dire que peut-être que la puissance publique, les professionnels peuvent agir sur la formation des prix, est une perspective. Et enfin, je terminerai là-dessus. Si on veut installer des jeunes en élevage bovin allaitant, ce sont des montants considérables à sortir. Donc il y a le levier du crédit. Et donc se dire comment on octroie des prêts, notamment bonifiés, mais conditionnés à des critères d'efficacité sociale, environnementale, pour dire, bah oui, ces jeunes, vous avez des prêts à taux nuls, voire négatifs, mais c'est en contrepartie de la mise en œuvre de pratiques plus agroécologiques. Après ce diagnostic, la parole est à la salle et je vous remercie de votre écoute. On va donner la parole donc à 3 témoins en fait qui ont suivi ce travail. On va commencer par Henri Guillemot. Henri Guillemot qui est ancien éleveur à la retraite et qui a été président de l'Institut du Charolais. Et bien, en même temps, on perdait complètement la notion de maîtrise du prix de vente de nos animaux. Ça, c'était la réforme qu'il voulait. Il fallait alimenter l'agroalimentaire pour pas cher. Et donc, on s'est retrouvé dans quelque chose d'incroyable. C'est qu'en quelques années, on est passé de producteurs à chasseurs de primes. Alors, je caricature, hein, mais c'est quand même la tendance lourde qu'on peut retenir de ce moment-là. Donc voilà, dans les fermes, ça s'est traduit comment ? Eh ben, on a géré de plus en plus en flux tendu pour avoir le maximum de vaches. Ça a été très bien expliqué par Jonathan et son travail est remarquable. Nous, personnellement, dans notre cas, oui, financièrement, ça serait peut-être mieux de décaler certains vélages pour faire des taillons d'herbe. Mais d'un côté, après aussi, dans l'organisation du travail, c'est plus facile de faire des veaux au mois de décembre parce que du coup il fait nuit une grosse partie de la journée et puis on ne peut pas sortir de la cour parce qu'on n'a pas que ça à faire, mais c'est la période au niveau du travail, c'est le plus facile à faire aussi, quoi. Donc on peut pas tout axer un système aussi que sur la partie économique. Il faut aussi voir la partie organisation du travail sur l'année pour aussi arriver à lisser les pointes de travail, quoi. Aujourd'hui, on cherche, c'est sûr, pour que les éleveurs persistent et résistent, on aimerait, c'est sûr, que la source qu'il a décrit d'élever les animaux à l'herbe, c'est une des pistes qui est très vraie. En plus, ces animaux, ils ont un capital pour les engraisseurs qui serait meilleur, donc on pourrait mettre un prix supérieur. Ma question, c'est quand vous parlez donc du vélage de printemps, moi je trouve qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, ça va devenir très compliqué parce que si vous avez un veau qui a du lait pendant 3 mois et après plus rien, ça ne fonctionne pas. Oui, vous avez parlé évoqué la fin de l'agrandissement. Moi, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est indispensable dans la mesure où on se rend compte qu'actuellement, on a de plus en plus souvent des exploitations qui ne sont plus reprenables parce que tout simplement elles sont trop chères, elles sont trop grandes et trop chères et plus personne peut se les offrir. En fait, sur l'agrandissement, sur tous les travaux qu'on a pu mener, maintenant je le dis et je l'affirme très très fort, en élevage bovin allaitant, il n'y a pas d'économie d'échelle. Au contraire, il y a des déséconomies d'échelle. Plus vous vous agrandissez, plus vous alourdissez vos charges fixes. Tout à l'heure, Jonathan a montré les ciseaux des prix, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on a eu une évolution défavorable des prix, mais il en a été de même sur les volumes. C'est-à-dire que les volumes des intrants, des consommations intermédiaires, d'aliments, de mécanisation, etc., ont augmenté plus vite que les volumes de production. En élevage bovin naisseur, pour revenir au cœur de notre sujet, il est clair que l'agrandissement est un non-sens. Donc, même si les tendances, et je partage l'intervention précédente, même si les tendances vont sans doute se poursuivre, on est effectivement à la croisée des chemins. Soit on accélère et on fonce de plus en plus vite dans le mur, c'est-à-dire moins de valeur ajoutée, elle est déjà nulle ou négative, mais on va s'enfoncer encore un peu plus, moins d'emplois sur les territoires, des paysages qui s'uniformisent ou qui se couvrent de panneaux solaires,
soit effectivement on prend à bras le corps ce problème de changement de génération imminent, hein, compte tenu de la pyramide des âges qui caractérise cet élevage bovin. Et dans ces cas-là, on est obligé de chercher vraiment des solutions, et des solutions qui sont des solutions de rupture. Concernant les prix des animaux non soignés, non forcés, on va dire, j'ai l'expérience, je produis des animaux comme ça, et j'ai le retour des opérateurs, principalement 2-3 opérateurs derrière, qui me disent tes animaux, on te les paye toujours un petit peu plus cher parce que derrière, on sait qu'ils ont des performances en engraissement que des animaux qui ont été soignés depuis le départ quasiment sous la mer n'ont pas les mêmes performances en engraissement ensuite. Oui, moi j'avais une question qui était... Donc je ne suis pas éleveuse, je ne suis pas agricultrice, et je trouve qu'on est tous concernés parce qu'on vit sur ce territoire, donc, et il y a des prairies, il y a des haies, il y a du bois, donc c'est un territoire très précieux au point de vue écologique. Et je pense que la question de ce qu'on fait maintenant, enfin, Jonathan a fini son présentation en disant que faire. Mais moi, je pose la question du comment. Comment on discute collectivement, comment on fait se parler les éleveurs et les autres qui sont de plus en plus nombreux.